Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 juin 2026 et nos chers amis Richard Wolff et Michael Hudson sont avec nous. Bienvenue à nouveau, Richard et Michael. Welcome back, Christian Mike. As it's growing. I want to start with a clip of Robert Kagan. Je voudrais commencer avec un extrait de la dernière interview de Robert Kagan. Il parle de la situation dans laquelle se trouve Donald Trump au Moyen-Orient. Je sais que vous connaissez Robert Kagan, et pour notre public, c'est un néoconservateur pur et dur qui plaidait pour cette guerre contre l'Iran, cette grande guerre au Moyen-Orient, pour vaincre l'Iran. Mais en ce moment, son analyse de la situation ne va pas dans le sens de ce que dit Donald Trump. Voici ce déclaré. What Donald Trump is talking about. Here's what he said. On voit clairement à quoi ressemble l'avenir maintenant. L'Iran contrôle le détroit. Il ne semble pas y avoir la moindre chance que les États-Unis puissent le rouvrir par la force militaire. Trump, manifestement, ne veut pas le faire. Ce qui veut dire que le détroit restera ouvert, mais sous une nouvelle direction. Ce sera une direction iranienne, ce qui signifie qu'ils décideront qui entre, qui sort, à quel rythme et à quel prix, parce qu'ils feront payer tôt ou tard. Et ça donne à l'Iran un pouvoir énorme, à la fois dans la région et dans le monde. On voit déjà ce pouvoir s'exercer aujourd'hui avec la crise au Liban et la manière dont Trump la gère. Je ne vois pas vraiment d'alternative. À mon avis, nous avons déjà perdu cette guerre. La seule question, c'est de savoir quand nous allons le reconnaître. Trump, bien sûr, ne veut pas l'admettre du tout, et c'est pour ça qu'on est un peu bloqué dans cette sorte de paralysie en ce moment. Mais je ne vois aucune option pour les États-Unis. Cette erreur, malheureusement, va être une erreur durable, avec des conséquences stratégiques à long terme. Concrètement, ça veut dire que l'équilibre des forces dans la région va changer de façon spectaculaire. Avant le début de la guerre, Israël était de loin la puissance dominante dans la région. L'Iran, lui, était affaibli, isolé, presque à genoux. Après la guerre, avec l'Iran qui contrôle le détroit, c'est lui qui va dicter les règles du jeu. Vous verrez les États du Golfe passer des accords avec l'Iran. Ils ont déjà commencé à le faire. Et vous verrez l'Iran exercer une influence sur le comportement d'Israël, comme c'est le cas en ce moment au Liban. L'Iran voulait que les bombardements israéliens sur Beyrouth cessent. Ils l'ont exigé et Trump a appelé Bibi Netanyahou pour lui dire d'arrêter. Voilà ce qui nous attend. Israël va se retrouver extrêmement isolé. L'Iran, lui, sera en position d'avoir un levier sur des pays aussi éloignés que le Japon ou la Corée, qui dépendent totalement de l'accès aux ressources énergétiques du Golfe, un accès que l'Iran pourra contrôler. Richard, je me tourne vers vous. Est-ce que vous voyez un lien quelconque entre ce dont il parle, ce que Robert Kagan évoque, et ce que Donald Trump essaie de nous dire? Parce que dans l'esprit de ceux qui dirigent l'administration, ils ne voient pas les choses comme ça. Ils pensent tout autrement. Pour eux, ils gagnent la guerre et ils veulent rester là-bas. C'est pour ça que ces 2 derniers jours, on a eu des confrontations entre les États-Unis et l'Iran. À cause de ce type de mentalité, parce que le blocus est toujours en place. Et vous vous souvenez, Donald Trump avait annoncé qu'il allait lever le blocus. Le blocus est toujours là. C'est pour ça qu'on assiste, je dirais, à des escalades importantes entre les 2 camps. Quelle est votre lecture de la situation? What is your understanding of what's going on? Eh bien, je pense que le mot-clé dans votre extrait, c'est contrôle. Quand on parle à un néoconservateur comme celui-là, et qu'il s'exprime de cette façon, ce qu'il déplore, ce qui le met vraiment en colère, c'est la perte de contrôle. Il l'a dit lui-même. Le contrôle n'est plus ce qu'il était. Pour résumer, il n'est plus entre les mains des États-Unis. Il est passé, je cite, sous une nouvelle direction, un contrôle iranien. Pour M. Kagan, c'est une horreur absolue, impensable. Voilà le vrai problème. Le reste de ce qu'il dit, c'est du baratin bon marché. Par exemple, quand il dit « c'était une erreur ».
De quoi parle-t-il? Quelle mentalité est-ce là? On assiste à un bouleversement historique à l'échelle du monde, et il appelle ça une erreur. Des erreurs, il s'en produit tout le temps. Quand il se retrouve face aux conséquences de tout ça, il faut poser la question, celle qu'il ne peut pas poser. Pourquoi cette erreur? Pourquoi c'est arrivé? Et la réponse c'est simple, vous êtes un empire qui perd le contrôle. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et ça dure depuis des années, lentement. Maintenant ça s'accélère. L'Iran a toujours été puissant, mais aujourd'hui on voit clairement à quel point. Pourquoi? Parce que le monde entier a changé. L'Iran, ce n'est plus seulement l'Iran. C'est l'Iran avec la Russie, la Chine et les BRICS. Et ça, c'est une toute nouvelle donne. Si M. Kagan n'était pas enfermé dans ses œillères idéologiques, il pourrait en parler de façon un peu intelligente. Mais il en est incapable. Et d'ailleurs, M. Trump, l'autre jour, a fait exactement la même chose. Il a dit « Les Iraniens veulent contrôler le détroit d'Ormuz, et personne ne va le contrôler. » Personne ne va le contrôler. Euphémisme. C'est toi qui le contrôles. Tu l'as toujours fait, grand simulateur. Tu fais semblant maintenant que ça te dérange parce que quelqu'un d'autre, et puis il se trahit. Il dit personne ne le contrôlera, on va garder un œil dessus. D'accord. Faut pas se laisser berner. Il veut garder un certain contrôle et il refuse d'admettre qu'il ne peut pas l'avoir. C'est une reconnaissance fondamentale mais très brève, très limitée. Un instant de lucidité sur ce dont on parle depuis longtemps, toi, moi et Michael, le déclin d'un empire. C'est exactement ça. Un empire vient de perdre un passage stratégique essentiel qui est maintenant sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Et toutes ces personnes sont stupéfaites. Elles aimeraient croire que c'était juste une erreur dont on peut tirer une leçon pour ne pas la refaire plus tard. Non, Jack, ce n'est pas une erreur. C'est l'un de ces pièges dans lesquels un empire en déclin finit toujours par tomber. Ici, il faut qu'ils oublient qu'ils ont déjà mené ce genre d'intervention, y compris il y a 1 an, dans le même pays, avec les mêmes 2 protagonistes. Et le résultat n'avait pas été vraiment concluant. Ils n'ont rien appris l'an dernier quand ils ont dû arrêter la guerre au bout de 12 jours sans avoir atteint leurs objectifs. Ils ne l'avaient pas compris à ce moment-là et ils ne le comprennent toujours pas aujourd'hui. La seule différence, c'est que maintenant, clairement, l'Iran, même s'il ne le souhaite pas forcément, montre au reste du monde que l'organisation du monde est en train de changer. Dernier point. Il le voit parce que c'est ce qui lui tient le plus à cœur. Il voit bien que ça va avoir des conséquences énormes. Mais encore une fois, il pense que tout ça est lié à cette guerre. Non, pas du tout. C'est lié au déclin d'un empire. C'est lié au fait que tôt ou tard, tous les pays de la planète, pas seulement les États du Golfe, sont en train de se réajuster. Le monde a changé. Les États-Unis et l'Europe de l'Ouest se sont éloignés l'un de l'autre. Aucun des deux n'a plus la puissance qu'il avait autrefois. La Russie et la Chine émergent comme les nouvelles puissances. Et bien sûr, tout le monde va conclure de nouveaux accords. L'Amérique latine aussi, le Mexique et le Canada également. C'est déjà en cours. Est-ce que tout ça serait une énorme erreur? Non, arrêtez. C'est la mentalité d'Américains qui refusent de voir ce qui est en train de leur arriver. Quand Richard parle d'un empire en déclin, ce qu'il veut dire, c'est que l'échec de tout ce dont on discute depuis 1 an maintenant, c'est que toute la stratégie internationale des États-Unis repose sur le contrôle du commerce mondial du pétrole. Ce contrôle, ça veut dire avoir la capacité de couper d'autres pays de l'accès au pétrole. Celui qui fait tourner leurs usines, chauffe leurs maisons et sert à produire des produits pétrochimiques ou des engrais. Autrement dit, les États-Unis ne se sentent pas en sécurité tant qu'ils ne peuvent pas contrôler les autres pays
au point de pouvoir leur créer le chaos s'ils refusent de se plier à la politique étrangère américaine. Et c'est exactement le type d'accord que Trump leur a imposé avec ses droits de douane il y a un an. Il leur a dit que s'ils voulaient garder l'accès au marché américain, au lieu d'être plongés dans le chaos, ils devaient imposer des sanctions à d'autres pays exportateurs de pétrole, la Russie, l'Iran et à l'époque le Venezuela. Eh bien, toute la stratégie des États-Unis repose sur leur capacité à couper le commerce mondial du pétrole, le commerce alimentaire pour les pays qui ont besoin de nourriture, et maintenant le monopole d'Internet et de l'intelligence artificielle. Tout cela est aujourd'hui menacé. Donc, les États-Unis ne vont pas simplement y renoncer. C'est presque comme si Kagan disait « Il faut qu'on admette qu'on a échoué ». C'est un peu comme s'il lançait un défi à Trump en lui demandant « Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas laisser faire ça ». Eh bien, aujourd'hui, la bourse est en forte hausse parce que Donald Trump a déclaré qu'il n'allait pas combattre ni attaquer l'Iran. Il promet de ne pas le faire si l'Iran ne tue aucun membre du personnel américain. Eh bien, vous avez déjà vu ce qui se passe depuis 2 jours. Les États-Unis vont grignoter petit à petit pour essayer d'empêcher l'Iran de contrôler le détroit d'Ormuz. Ils ont déjà commencé. Ils ont dit aux pétroliers « Éteignez vos transpondeurs, essayez de passer discrètement. L'Iran bloque ces passages. » Et l'armée américaine sait que si l'Iran essaye de repérer qui tente de passer en douce avec un pétrolier, alors il utilise son radar. Et s'il utilise son radar, les Américains vont tout de suite le localiser et dire « Ah voilà, on va bombarder l'endroit d'où vient le signal radar pour empêcher l'Iran de continuer. » Franchement, je ne vois pas comment ce conflit pourrait se régler pacifiquement. On ne peut pas régler ça par la négociation, parce que Trump n'a rien à négocier. Il ne contrôle pas ce que le Congrès américain devrait approuver. Et sans doute qu'il n'approuverait rien. Il ne contrôle pas non plus ce qu'Israël ferait. Et là encore, probablement rien. Donc tout ça ne peut se régler que sur le champ de bataille, d'une manière ou d'une autre. Plusieurs de vos invités l'ont d'ailleurs prévu. Il y a 2 semaines, ils s'attendaient à une guerre pour ce week-end. Maintenant, ils s'attendent à une guerre le week-end prochain. Ils voient bien que les États-Unis continuent de tester les limites d'une façon qui finira par provoquer une réponse de l'Iran. Eh bien, la Chine essaie de dissuader une riposte, parce qu'elle ne veut pas que l'Iran réponde en détruisant non seulement les bases militaires américaines, mais aussi les Émirats et les pays qui permettent aux avions américains d'utiliser leurs aéroports et leur espace aérien pour attaquer l'Iran. Tout ça va probablement finir par arriver, comme ça aurait pu se produire plus tôt cette année, ou l'an dernier, ou en 2025, quand l'Iran avait mis Israël en difficulté et aurait pu frapper. D'une manière ou d'une autre, je pense que cette situation va se reproduire, parce que les États-Unis ont littéralement déclaré qu'ils ne se sentaient pas en sécurité tant qu'ils ne pouvaient pas empêcher d'autres pays d'obtenir du pétrole. Et c'est précisément ce que l'Iran a réussi à faire par sa propre puissance. Ça dit que si les États-Unis contrôlent votre approvisionnement en pétrole, en isolant la Russie, en s'emparant du pétrole du Venezuela, alors vous serez à la merci de la politique étrangère américaine. Eh bien, nous, on va anticiper tout ça. On va vous couper l'approvisionnement en pétrole. Et malheureusement, cette coupure va mettre des années à être réparée. Elle va provoquer une dépression mondiale. Mais notre objectif, en fermant le détroit d'Ormuz, c'est de vous pousser à nous protéger et à créer un monde de libre-échange du pétrole. Un monde où vous pouvez commercer avec nous, avec la Russie, et peut-être même libérer le Venezuela pour qu'il puisse aussi échanger son pétrole. Alors la vraie question, c'est qui va contrôler l'approvisionnement mondial en pétrole?
les États-Unis ou l'Iran. C'est bien là que tout se joue. Les États-Unis ne vont pas se retirer discrètement. Et ça veut probablement dire qu'il y aura une interruption du commerce du pétrole. Exactement ce que les États-Unis ont cherché à provoquer pour menacer d'autres pays. L'Iran ne fait pas ça pour menacer qui que ce soit. Il le fait pour se protéger, pour défendre sa capacité à commercer son pétrole et à retrouver sa place parmi les pays exportateurs, librement. Les États-Unis vont quand même essayer de bloquer ces pétroliers. Ils saisissent des navires iraniens, les empêchent de fonctionner, de faire quoi que ce soit. Évidemment, l'Iran va réagir. Il semble qu'il ait déjà attaqué un navire. Du moins, c'est ce que certains rapports indiquent. Il va s'en prendre à des bases militaires américaines, là d'où viennent les attaques contre lui. Des Américains vont être tués et on va se retrouver exactement dans la même situation qu'avant. Permettez-moi d'ajouter qu'il y a une autre façon de voir les choses qui aborde le sujet sous un autre angle. Aux États-Unis, depuis de nombreuses années, on parle souvent de la sécurité du pays comme si elle exigeait de contrôler le monde entier. Mais arrêtons-nous un instant, prenons un peu de recul. C'est de la folie. Et quel genre de folie? C'est la folie de ceux qui pensaient que le monde était sous le contrôle des États-Unis et de l'Union soviétique, puis que, l'Union soviétique ayant disparu, il ne restait plus que les États-Unis pour tout contrôler. C'est puéril. Le monde n'a jamais été sous le contrôle d'aucun empire. C'est d'ailleurs pour ça que le monde existe encore, alors que tous les empires ont disparu. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille sur ce qui est vraiment le plus profond. D'accord, dans la mentalité américaine, il faut tout contrôler partout dans le monde. Parce que, et regardez ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Parce que chaque endroit sur la planète, peu importe la distance, et je ne parle pas seulement de géographie, mais aussi de richesse, de puissance militaire, d'influence mondiale. Peu importe à quel point c'est éloigné ou insignifiant, il pourrait s'y développer un mouvement économique ou politique. Et ça finirait par menacer les États-Unis. Alors on intervient, on frappe avant. Qu'est-ce que vous faites au Vietnam? Qu'est-ce que vous faites en Afghanistan? Qu'est-ce que vous faites avec le pauvre monsieur Maduro et sa femme endormis? Et qu'est-ce que vous faites au juste? Réponse: nous prenons les mesures nécessaires pour notre sécurité. À vous les dire au cas où, peut-être, un jour, le Vietnam serait en position de « oui, oui ». On ne peut pas laisser le Nord contrôler le Sud-Vietnam. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser les Iraniens tranquilles. Ils pourraient un jour avoir une arme nucléaire. Au fait, ça c'est encore un autre problème. De quoi s'agit-il exactement? Tout le monde sait qu'Israël possède l'arme nucléaire. Alors, pourquoi l'Iran ne pourrait-il pas en avoir? Qu'est-ce que c'est que ça? Les États-Unis ont décidé qu'un allié, Israël, peut et doit avoir l'arme nucléaire, mais que l'Iran ne le peut pas. C'est le comportement d'un empire mondial, ce genre de décision. Je veux que ce soit bien clair pour tous ceux qui nous écoutent. Le jour où l'Iran voudra une arme nucléaire, il se tournera vers la Russie et la Chine, qui en ont, et il leur demandera. Ou vers la Corée du Nord, et il l'obtiendra. Et cette décision sera prise là-bas, pas ici. Pourquoi? Parce que c'est comme ça maintenant. L'Empire ne peut plus le faire. Mais la folie de départ, c'est ce petit pas qui rend cette logique possible, celle qu'on entend souvent dans le langage courant. Il vaut mieux les combattre là-bas que de les combattre ici. Ah, mais dans ce cas, le monde entier devient un champ de bataille logique, où l'on peut attaquer et se battre partout, tout le temps. Toute évolution imaginable pourrait finir par mener à quelque chose. Non, ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne, pas dans 99% des cas. Et la raison est simple, et elle est importante aujourd'hui. Il existe une autre voie.
Il faut reconnaître qu'on ne peut pas contrôler le monde entier. On ne l'a jamais pu. C'est pour ça qu'on mène tant de guerres au prix de tant de vies, d'argent et d'occasions perdues. En économie, on a un concept très simple d'esprit, comme la plupart des concepts économiques d'ailleurs. On appelle ça le coût d'opportunité. Le coût de l'utilisation d'une ressource, c'est tout ce que vous ne pouvez plus faire parce que vous l'utilisez de cette façon-là. C'est ça, le coût d'opportunité. Alors, quel a été le coût d'opportunité de l'armée que nous avons entretenue? On n'ose même pas poser la question. C'est tabou parce que vous essayez de tout contrôler. L'autre option, c'est de comprendre que le monde fonctionne par compromis négocié. Vous ne le contrôlez pas. Vous cherchez à trouver un accord pour éviter de vous détruire mutuellement. Ce que vous faites, Monsieur Kagan, c'est faire un choix. Vous choisissez la voie de l'effort et vous êtes contrarié d'avoir commis une erreur. Non, mon cher, une erreur, c'est le moindre de vos problèmes. Vous essayez de vous accrocher à quelque chose qui est en train de disparaître sous vos pieds. Israël est un pays désespéré qui vient tout juste de se rendre compte que sa situation vient de s'aggraver et de beaucoup. Pourquoi? Parce que, comme les États-Unis, il a choisi la sécurité militaire, c'est-à-dire le contrôle de tous les pays arabes autour de lui, de tous les pays musulmans autour de lui. Mais bien sûr, c'est une tâche sans fin, sans espoir. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Même avec la force militaire. C'est impossible même avec l'armée israélienne soutenue par l'armée américaine, ce qui est le cas. Et maintenant, même l'armée américaine n'en est plus capable. Ils sont à bout. Ils devront soit trouver un accord avec leurs voisins, soit disparaître. Et quelque part, ils le savent. Et leur comportement insensé à Gaza et maintenant au Liban ne résolvent absolument pas le problème. Ce qui manque, c'est la reconnaissance qu'il existe une autre voie. C'est ce type de diplomatie qu'on essaye de construire, si ce n'est pas une société des nations, si ce n'est pas une organisation des Nations Unies, alors un autre mécanisme pour empêcher que cela se reproduise. Et les États-Unis ne vont pas le faire. N'étant plus capables de diriger le monde, ils veulent mettre l'Amérique avant tout au nom d'un ordre international fondé sur des règles. Mais ils jettent ces règles, et maintenant, ils veulent agir directement. Même erreur. Le problème, ce n'est pas la manière. Le problème, c'est de mal comprendre la situation dans laquelle on se trouve réellement. Non. Richard a soulevé plusieurs points que j'aimerais aborder dans l'ordre. Il a raison de dire que la politique américaine repose sur le contrôle. Il vient simplement de la qualifier de folle. Eh bien, en me préparant, en lisant les actualités aujourd'hui, j'ai inventé un nouveau mot inspiré de la sociopathologie. Je l'appelle la géopathologie. La géopathologie, c'est un peu comme la sociopathologie. Ce n'est pas seulement un manque d'empathie, c'est un manque d'empathie envers d'autres pays, d'autres peuples, qui conduit à des comportements abusifs. Et la géopathologie, c'est la tentative d'organiser le monde de manière abusive. C'est exactement ce que représente la doctrine du contrôle. Nous sommes face à ce qui apparaîtra, avec le recul, comme une relation pathologique entre l'Occident et les autres pays. Une relation qui remonte à plusieurs siècles. Pendant de nombreuses années, le moyen de contrôle du Royaume-Uni, c'était ce qu'on appelait l'impérialisme du libre-échange. L'idée, c'était que si vous pouviez instaurer le libre-échange et convaincre d'autres pays de dépendre de la Grande-Bretagne comme atelier du monde, alors eux fourniraient la nourriture et les matières premières, dans un échange inégal. Ils accumuleraient des déficits commerciaux de plus en plus profonds avec nous. Et pour les financer, ils devraient emprunter auprès de nous. Leur dépendance commerciale deviendrait alors une dépendance financière, une dépendance à la dette. Et s'ils tentaient de réagir, eh bien la dépendance militaire était déjà en place.
avec la marine britannique et les bases militaires réparties partout dans le monde. Voilà, c'est ça, le colonialisme britannique du XVIIIe siècle. C'est exactement ce qu'était la théorie du libre-échange et l'impérialisme du libre-échange de la Grande-Bretagne au XIXe siècle. Et c'est aussi la manière dont les États-Unis ont restructuré l'économie mondiale après la Seconde Guerre mondiale, autour d'un système financier international fondé sur le libre-échange, le crédit et le dollar américain. En fait, tout cela est devenu un moyen très élaboré de contrôler le monde par le commerce, de contrôler le commerce des biens essentiels, comme le pétrole et les matières premières. D'ailleurs, à travers les investissements américains et les investisseurs qui dominent les producteurs de matières premières dans de nombreux pays du Sud global et ailleurs. C'est exactement l'inverse de ce que prônait le capitalisme industriel à ses débuts. On a créé une relation pathologique à laquelle les autres pays sont forcés de réagir, s'ils veulent simplement se sauver eux-mêmes. L'un des moyens par lesquels ce contrôle s'exerce, c'est en influençant la façon dont on pense les relations internationales et l'économie. Le mythe, c'est que tous les pays auraient profité d'un système commercial centré sur les États-Unis, que l'Amérique appelle libre-échange, mais dont elle seule échappe vraiment aux règles. En réalité, c'est un système commercial et financier centré sur les États-Unis. C'est tout le contraire d'un monde multipolaire fondé sur l'entraide. Et derrière cette géopolitique, il y a ce qu'on pourrait appeler une écopathologie, une vision économique malade de la manière dont une économie se développe. Toute la stratégie et la conception néolibérale américaine du fonctionnement des économies qui soutiennent cette politique étrangère de contrôle remonte à Friedrich Hayek, Margaret Thatcher et Milton Friedman dans les années 80. Imaginez qu'on remonte dans l'histoire, au tout début de la civilisation, et qu'on dise « Bon, eh bien, construisons la civilisation sur les principes du libre marché, plutôt que sur l'entraide, le soutien mutuel, la justice et l'équité, avec une vraie attention portée aux autres. » Dans ce cas, la civilisation n'aurait jamais décollé. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où l'économie mondiale ne peut plus avancer sans se libérer de ce comportement pathologique, qui est franchement insensé. Et pour y parvenir, il faut une masse critique, une ampleur que les pays n'avaient jamais eue auparavant. Or, en ce moment, on voit justement apparaître les bases d'une telle alternative, avec l'émergence de la Chine, de la Russie et maintenant de l'Iran. Et je pense que la politique de l'Iran pousse d'autres pays à envisager cette alternative et à se dire, bien sûr, il y aura toujours des pays dépendants de certaines matières premières, du crédit ou de la technologie. Mais cette dépendance n'a pas besoin d'être une forme d'exploitation. Si à l'échelle internationale elle devient exploitante, alors la solution, c'est l'autosuffisance, devenir souverain et maître de son propre destin. Je crois que c'est probablement vers cela que la civilisation est en train d'évoluer. Et c'est justement ce qui fait que le combat qui se déroule aujourd'hui en Iran est une question de civilisation, comme Kagan et les néoconservateurs l'ont toujours affirmé dans leur lutte contre la civilisation. Tu sais, Nima, soyons très clairs sur ce que Michael vient de dire. Ce serait peut-être beaucoup plus efficace, si on regarde le rapport entre ce qu'on obtient et ce qu'on y met, d'avoir un monde divisé. Mais notre incapacité à trouver un équilibre, à cause de la position dominante des États-Unis, pousse les États-Unis, et le reste du monde aussi, vers une forme d'autosuffisance qui est extrêmement inefficace. Et la raison, ce n'est pas que les êtres humains ne comprennent pas la différence entre ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas. Ils la comprennent très bien. C'est qu'ils ne parviennent pas à trouver une manière de le faire sans logique impérialiste. C'est ça leur problème. Et du coup, ils vont renoncer
à toutes sortes de richesses et de ressources. Et ça va continuer à entretenir l'inégalité entre le centre et la périphérie dont on parle depuis des générations. Au lieu de la surmonter, on la renforce en se repliant sur cette idée d'autosuffisance. C'est ça, l'ironie absurde de la situation actuelle. Et je vais donner un exemple concret, même si ça risque d'en agacer certains. Michael et moi, on faisait partie d'une génération d'économistes qui ont fait leurs études à une époque où le domaine le plus passionnant, celui qui attirait le plus d'étudiants, moi y compris, s'appelait le développement économique. On parle ici de la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est passionnant, c'est de regarder tous ces pays pauvres, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Ils ont besoin de ne plus être pauvres. Ils veulent désespérément devenir modernes, atteindre un niveau de vie moyen, pouvoir offrir à leur population un vrai système de santé, un vrai système scolaire, une vie décente comme celle que nous avons déjà. Et nous, on allait les aider. On allait vraiment les aider. Des gens comme moi, on était formés pour ça. Beaucoup de mes camarades ont fini par travailler aux Nations Unies ou un peu partout dans le monde pour les aider. Le problème, c'est qu'on ne les a pas aidés. Sans même nous en rendre compte, on les a enfermés dans une position subordonnée. Comment on le sait? Parce que c'est toujours là qu'ils en sont aujourd'hui. Ils ne se sont pas développés. Ils sont restés très pauvres, et l'écart entre eux et les pays riches, si quelque chose, s'est encore aggravé. Avec une grande exception, la Chine. Pourquoi est-ce important? Aucun de nous n'est allé en Chine. Personne. La Chine, à l'époque, c'était un sujet tabou. Pendant toutes ces années, les États-Unis ne reconnaissaient pas la Chine. Depuis 1949, quand Mao prend le pouvoir, jusqu'aux années 70, quand Nixon et Kissinger s'y rendent, elle n'était pas reconnue. Personne ne faisait rien avec eux. Ils ne bénéficiaient pas de l'aide de tous ces spécialistes du développement économique que nous formions. Et au final, ils s'en sont beaucoup mieux sortis. Tous ceux que nous avons aidés n'ont pas réussi aussi bien que les Chinois, qui, eux, ont avancé seuls. Vous savez, c'est bien ça le problème. Si vous comprenez ça, il faut se poser la question. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici? Si vous demandez à des gens comme M. Kagan, il vous dira qu'il y a eu quelques erreurs. Encore une fois, c'est dérisoire, c'est ridicule. On ne peut pas les aider parce qu'on est occupé à entretenir et à faire tourner un empire. C'est ce que la plupart des entreprises américaines sont en train de faire. Et ça pèse bien plus lourd que ce qu'on raconte à des gens comme nous, à l'université. Donc évidemment, on ne pouvait pas réussir. Les gouvernements qui nous ont fait venir ne pouvaient pas réussir non plus. Le gouvernement qu'on traitait de paria, qu'on tenait à l'écart du système, qu'on freinait de toutes les manières possibles, avec des bases militaires et tout le reste, ce gouvernement-là a fait mieux que nous. Et il continue de le faire, année après année, comme pour se moquer du système lui-même. Tôt ou tard, et c'est là le point essentiel, tous les pays, absolument tous, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, vont comprendre ce que je viens de dire. Ils vont se rendre compte qu'ils doivent passer de l'empire mourant, celui qui ne leur a jamais laissé de chance, à un nouvel empire où, espérons-le, ils en auront une. Voilà le vrai problème des États-Unis. S'ils ne comprennent pas ça, ils continueront à enchaîner les erreurs, année après année. Je suis content que Richard ait mentionné autant de personnes de notre génération qui ont étudié l'économie du développement. Moi, j'ai travaillé 3 ans pour les Nations Unies dans les années 70 à l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche.
Et ce que j'ai très vite constaté, c'est qu'il y avait un groupe d'économistes du développement qui se demandaient comment empêcher le développement de se faire d'une manière qui ne favorise pas les États-Unis. Eh bien, la Banque mondiale était en première ligne pour freiner le développement. Elle a publié un rapport intitulé Partners in Development, que j'ai analysé et que j'ai rebaptisé dans mon livre Superimpérialisme, Partners in Backwardness. La Banque mondiale veillait à ce qu'aucun prêt ne soit accordé à un pays qui utilisait son agriculture pour produire sa propre nourriture et donc risquait de concurrencer l'agriculture américaine. J'ai rédigé mon mémoire de master et j'ai consacré tout un chapitre de superimpérialisme à expliquer que dans chaque rapport économique par pays publié par la Banque mondiale, on disait qu'il fallait faire en gros ce que les États-Unis avaient fait sous Franklin Roosevelt avec l'Agricultural Adjustment Act. Il fallait protéger l'agriculture familiale. Il fallait développer des services publics de commercialisation, des services publics d'appui agricole pour fournir des semences. Il fallait aussi développer les échanges commerciaux et soutenir l'indépendance alimentaire. Mais, en réalité, tout ce que faisait la Banque mondiale allait à l'encontre de ces principes, parce que cela ne correspondait pas aux intérêts de la sécurité nationale américaine. C'est pour cette raison que les dirigeants de la Banque mondiale venaient du milieu militaire, à commencer par John J. McCloy, le président, et jusqu'à Robert McNamara, ancien secrétaire à la Défense. Toute la théorie du développement a été complètement dévoyée pour s'aligner sur la sécurité nationale et le contrôle des États-Unis. Ça a perverti l'idée même de développement, au point de dire que se développer, ça veut dire laisser les entreprises américaines venir acheter le contrôle de votre pétrole, de vos mines, de vos forêts et de vos autres ressources naturelles, et qu'il faut privatiser vos services publics et vos infrastructures. C'est comme ça, soi-disant, qu'on se développe. On laisse les sociétés financières américaines venir et développer à leur manière. Toute l'économie du développement a été détournée. Et aux Nations Unies, quand j'ai soulevé ces points, les banquiers qui finançaient le Club de Rome, Agnelli, je crois, et quelques autres, ont insisté pour dire qu'ils retireraient tout financement de l'UNITAR s'ils ne me renvoyaient pas. À l'époque, c'était très clair. Toute l'idée du Club de Rome, c'était qu'il y avait trop de populations non blanches dans le monde, trop de pays moins développés, que c'était inefficace, que le développement ne pouvait pas fonctionner comme ça, qu'il fallait contrôler la population. Et le plus ironique, c'est que c'est l'Église catholique qui a le plus diffusé mes critiques de la Banque mondiale, à travers ce qu'on a appelé la théologie de la libération. Mes premiers livres ont d'ailleurs été publiés par l'Église catholique sur ce sujet, justement pour dénoncer cette théorie de la population qui faisait partie de la déformation de toute l'économie du développement. Et c'est en grande partie à cause de ça que ce domaine n'intéresse plus vraiment les étudiants en économie aujourd'hui. Richard, tu penses qu'avec tout ce qu'on vient de dire, Donald Trump finirait par comprendre que c'est la fin, qu'il doit faire quelque chose, se retirer de la guerre en Ukraine, se retirer de la guerre au Moyen-Orient, ou peut-être parce que certains disent que la porte de sortie pour Donald Trump serait un nouveau conflit, une nouvelle guerre contre Cuba. À mon avis, c'est une recette pour le désastre s'ils vont dans cette direction. Tu vois, s'ils décident de porter la guerre à Cuba, au lieu de dire « on a gagné contre l'Iran, on va chercher une nouvelle victoire en Amérique latine ». Le gouvernement, on va renverser le gouvernement. On va mettre quelqu'un à sa place, quelqu'un qui nous est favorable, comme ils l'ont fait au Venezuela. Tu penses qu'il va comprendre les limites de l'Empire américain ou qu'il va étendre ce conflit sans jamais y mettre fin? Il n'a pas mis fin à la guerre en Ukraine.
Il a déclenché une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Et maintenant, au lieu de sortir de ces deux conflits, il ouvre un nouveau front pour les États-Unis. Quelle est ta lecture de tout ça? What is your understanding of that? J'aimerais vraiment voir chez lui ou dans son gouvernement une reconnaissance des sujets dont on parle ici, dans cette émission. Mais je ne la vois pas. J'essaie, je cherche, mais je ne la vois pas. À mon avis, la raison pour laquelle ils ont agi comme ils l'ont fait avec Maduro au Venezuela, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire davantage. Pour le Venezuela, c'est trop tard. L'opposition y est trop forte. Si vous prenez le contrôle du pays et que vous installez un régime littéralement colonial, comme certains dans son gouvernement aimeraient le faire, vous allez vous retrouver à mener une guerre de guérilla sans fin. Et il y aura beaucoup de sympathisants dans les pays voisins, où ils pourront se cacher, se réorganiser. C'est très dangereux. Et le même problème se pose avec Cuba, sauf que c'est une île. Donc, cette difficulté-là n'existe pas. Et ça, c'est un gros avantage pour les États-Unis. Mais le gros problème, c'est qu'il y a un demi-siècle d'une autre façon de penser. Un demi-siècle pendant lequel les États-Unis ont été présentés comme cette force extérieure malveillante et une attaque contre eux aujourd'hui ne ferait que le confirmer, le prouver. Vous allez donc avoir un énorme problème avec le peuple cubain. Et ça, pour des années à venir. Qu'est-ce que vous comptez faire? Et je ne parle même pas d'un afflux massif de réfugiés, ce qui serait un autre problème. Où iraient-ils? Qui sont-ils? Les anciens Cubains pro-Castro. Est-ce que vous voulez vraiment en avoir 1 million au Mexique maintenant ou en Amérique centrale? Vous avez là des problèmes immenses. Bien sûr, on peut balayer tout ça d'un revers de main, se dire qu'on a gagné quelque chose, qu'on a battu quelqu'un, qu'on a bombardé la Havane ou Caracas. Mais pour le reste du monde, qu'est-ce que c'est encore? Une superpuissance qu'est la guerre à un petit pays pauvre. Généralité, c'est exactement comme ça que ça se perçut. Ça va pas t'aider. Et si on a l'impression que tu le fais, que ce soit vrai ou pas, si on pense que tu le fais pour compenser tes échecs en Ukraine ou en Iran, ça ne fait qu'empirer les choses. Encore une fois, je ne veux pas insister, mais c'est la réalité. Soit tu trouves une autre manière d'être dans le monde, soit tu vas te retrouver encore et encore dans ce genre de situation. Regardons un peu l'histoire. Cuba et le Venezuela sont devenus des régimes de gauche en réaction au colonialisme américain. C'est pour ça que, tu vois, Castro a renversé Batista. Batista, c'était l'agent des États-Unis. Il avait transformé Cuba en un endroit où l'on cultivait la canne à sucre, avec des casinos et de la prostitution, juste à côté de la Floride, parce que la Floride, elle, ne le permettait pas. Et au Venezuela, il y a eu, tu sais, un système d'exploitation pendant 100 ans. Les révolutions dans ces pays, celles qui ont porté Castro au pouvoir ou Hugo Chavez au pouvoir, elles représentent déjà quelque chose qui s'est beaucoup renforcé depuis. Tu comptes les combattre pour toujours? Tu crois que tu ne vas pas provoquer une autre révolution? Réfléchis bien. Et si tu n'arrives déjà pas à gérer 2 guerres, sérieusement, tu veux en commencer une 3e, ou même une 4e. Oui, c'est dans ton propre voisinage. Mais le monde n'est plus séparé comme avant. Les Chinois sont présents partout en Amérique latine, dans tous les grands ports, dans tous les grands pays. Les Chinois sont devenus un acteur important de l'économie brésilienne depuis plus de 10 ans, ce que tout le monde sait si on s'intéresse un peu au Brésil. Ils gèrent aujourd'hui le plus grand port de la côte pacifique de l'Amérique latine. C'est la réalité de fond à laquelle Michael et moi, en tant qu'économistes, devons sans cesse nous confronter. L'importance économique de la Chine grandit, et plus vite que celle des États-Unis, chaque année depuis 35 ans. Et cette année ne fait pas exception.
Elle devient de plus en plus puissante par rapport aux États-Unis, qui restent aveugles aux conséquences de cette évolution, comme ils l'ont toujours été. Même maintenant, ils prétendent qu'il faut se réorienter vers la Chine. Non, non. Il aurait fallu comprendre, il y a 5, 10, 20, 25 ou 30 ans, ce que la Chine était en train d'accomplir et se demander qu'est-ce que cela pourrait signifier. 5, 10, 15, 20, 25, 30 years ago and ask yourself, what might that mean? Then you might have taken the steps. Alors, vous auriez peut-être pris des mesures pour trouver une solution. Mais à la place, vous essayez simplement de freiner les Chinois en leur faisant comprendre qu'ils ont intérêt à être prudents. Pourquoi, d'après vous, la Chine dispose-t-elle de réserves stratégiques de pétrole bien plus importantes que les nôtres? Pourquoi, selon vous, ça s'est passé comme ça? D'ailleurs, ça les protège maintenant contre la flambée des prix. Ça les protège aussi si le détroit d'Ormuz venait à être fermé. Ils ont pris toutes les mesures nécessaires, exactement comme l'Iran l'avait fait, pour se préparer à ce qu'ils font aujourd'hui. Ce n'est pas une erreur des États-Unis, c'est un refus délibéré de voir la fin de l'Empire. Eh bien, ce à quoi Richard s'oppose, c'est la question suivante. Comment passe-t-on d'ici à là? Comment atteindre un avenir différent? J'ai déjà dit que cette guerre en Iran ressemble, à bien des égards, à une troisième guerre mondiale. Je ne voulais pas dire que tous les pays allaient se battre militairement, mais plutôt en parlant de ses conséquences. La Première Guerre mondiale, elle, a transformé tout l'ordre politique. Elle a mis fin à la royauté. Du moins, les rois d'Europe ont été écartés, du tsar au Kaiser, et les autres rois ont été réduits à un rôle purement cérémoniel. Les aristocraties ont perdu leur pouvoir. Il y a eu une transformation politique et aussi une transformation économique. Eh bien, aujourd'hui, je pense que le vrai enjeu de ce combat, c'est de savoir quel sera le visage du commerce mondial du pétrole. Est-ce qu'il sera utilisé comme une arme par les États-Unis pour semer le chaos dans d'autres pays? Ou est-ce qu'on aura un vrai commerce ouvert, où l'Iran pourra échanger avec d'autres nations, où la Russie pourra exporter son pétrole librement, et peut-être même où le Venezuela pourra enfin récupérer le contrôle des revenus de ses exportations pétrolières, qui sont aujourd'hui bloquées à Miami et entre les mains de Donald Trump pour les ramener à Caracas? Voilà les vraies questions. Et tout cela suppose quelque chose de plus grand, quelque chose qui est réellement possible, un nouvel ordre économique international. Cette expression d'ailleurs remonte aux années 70. Tout le monde parlait du nouvel ordre économique international, mais il n'a jamais vraiment décollé, parce que les États-Unis gardaient la mainmise sur l'économie. Ils avaient un droit de veto dans chaque organisation internationale à laquelle ils adhéraient, et c'était même une condition de leur participation. Eh bien, pour la première fois, certains pays disent « si on garde les Nations Unies avec le veto américain, alors elles n'auront jamais aucun moyen d'action réel. Si on garde le FMI et la Banque mondiale comme instrument du néolibéralisme américain et au fond de l'impérialisme, alors il nous faut un nouveau FMI et une nouvelle Banque mondiale. Il nous faut un nouveau système monétaire. » C'était l'une des conséquences de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Ces guerres ont consolidé la domination du dollar et des règles économiques centrées sur les créanciers dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, le nouvel ordre économique international suppose qu'on doit alléger le poids de la dette des pays du Sud global, comme on en a parlé, face à la situation qu'ils traversent. Comment vont-ils faire pour payer des prix plus élevés pour le pétrole et les engrais s'ils doivent en plus rembourser leurs dettes extérieures? Tout cela va nécessiter une véritable restructuration internationale de l'ordre économique.
Et c'est, je crois, ce que nous essayons de faire. Votre plateforme, avec nous, fait partie des rares espaces qui discutent vraiment de la manière dont tout cela va évoluer dans les prochaines années. Richard, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine? Non, je pense que les remarques que je voulais faire ont été inspirées par cet extrait très intéressant que vous avez choisi de Kagan. Si je ne me trompe pas, sa femme, c'est Victoria Nuland, connue pour avoir joué un rôle majeur dans la catastrophe en Ukraine. Et maintenant, elle mène la charge, avec lui et d'autres, pour en rejeter la faute sur la Russie. L'idée, c'est de faire croire que tout ce qu'ils ont fait était parfait, sans tâche, et que tout a été détruit par le camp du mal. Cette façon de penser, cette méchanceté puérile et capricieuse d'un empire en déclin, il faut la comprendre et la reconnaître pour ce qu'elle est. Tout ça, c'était sous Obama. Et c'est pas seulement Trump et les républicains, c'est aussi Obama, Hillary et le Parti démocrate. Je ne voudrais pas qu'on passe à côté du caractère bipartisan de tout ça. Absolument. Permettez-moi d'insister là-dessus en rappelant à tout le monde que ce n'était pas il y a si longtemps, lors de notre dernière élection présidentielle, il y a moins de 2 ans. Les 3 candidats, Trump, Biden et ensuite Kamala Harris, aucun d'eux, à aucun moment, n'a évoqué le déclin de l'Empire, ni ce que cela pourrait signifier, ni comment y réagir, y réfléchir ou élaborer une stratégie à ce sujet. Ah non. À la place, on refait le même discours creux qui remplace l'analyse de nos problèmes. Nous sommes le plus grand pays du monde. Souvenez-vous de Madame Clinton. Elle ne comprenait pas le rendre à l'Amérique sa grandeur de M. Trump. Pourquoi? Parce qu'elle disait « mais nous sommes déjà grands ». Voilà. D'un côté, le conservateur tourné vers le passé, qui au moins reconnaît à demi-mot que nous ne sommes plus aussi grands qu'avant. Et de l'autre, la démocrate qui répond « mais si, bien sûr que si ». C'est au-delà du ridicule. C'est du même niveau que la guerre est une erreur. Ah oui, bien sûr. Quand on n'a plus rien à expliquer, on appelle ça une erreur. Eh bien, la sociopathologie ne se guérit pas toute seule. Et c'est pareil pour l'écopathologie ou la géopathologie. Il faut l'isoler. Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Richard et Michael. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye.